Donc, lors de la première séance de cours, ce sur quoi j'ai surtout insisté, c'est sur le fait qu'il fallait, d'une certaine manière, abandonner certains réflexes de la programmation classique. D'accord? La programmation classique, c'est le modèle de la recette de cuisine, hein, on a une suite d'instructions et on doit exécuter cette suite d'instructions. Cette programmation, c'est très bien tant qu'on a des systèmes qui sont non connectés à leur environnement. C'est-à-dire que si vous pouvez et vous avez le droit de raisonner en disant j'ai des entrées, il faut que je calcule une sortie et la sortie sera indépendante, entre guillemets, de quoi que ce soit, eh bien, c'est bon, vous pouvez utiliser une approche descendante. Mais malheureusement, dans le monde réel, une grande partie des cas que l'on rencontre, voire, je dirais presque la majorité, ce sont des cas où les systèmes informatiques vont reboucler sur leur environnement. Donc, il va y avoir des aspects de feedback. Ces aspects de feedback font on va avoir des problèmes de dynamique. Ces dynamiques, ça va induire des propriétés émergentes. Et ces propriétés émergentes, si vous ne les prenez pas en compte, ça sera juste des catastrophes pour vous. Okay. Donc, il y a vraiment ce côté-là de se dire, je dois prendre en compte les propriétés émergentes et comment le faire. Donc ça veut dire, j'abandonne un petit peu la stratégie de l'approche descendante, parce que quand je parle d'un problème et que je suppose qu'il est découpable en sous-problèmes indépendants, ben forcément, ça signifie qu'il n'y a pas d'interaction entre ces sous-problèmes. Quand vous savez qu'il va y avoir des interactions, ben, la stratégie, c'est forcément de partir de quelque chose de simple, de regarder l'interaction avec l'environnement et de complexifier petit à petit. Donc, c'est de faire finalement ce qu'on vous a dit de ne jamais faire en informatique, mais d'aborder une approche qui est plutôt ascendante, en fait, de la conception de votre système. Mais approche finalement qu'on retrouve dans les cycles en V ou W qu'on a dans la conception des systèmes informatiques modernes. Parce qu'on sait très bien qu'on ne peut pas concevoir tout d'un coup proprement. OK? Voilà, donc ça, c'était la première leçon. La deuxième leçon, c'était en termes de programmation. Puisque je ne peux plus planifier tout ce qui est possible pour mon système, il faut que j'abandonne donc cette notion de dire que je vais essayer d'écrire entre guillemets la table de vérité de tout ce qui serait possible. Il faut plutôt que je pense en termes d'états attracteurs. Quels peuvent être les états stables de mon système et comment garantir que mon système puisse revenir sur un état stable. Si vous pensez sur ces aspects d'état stable, alors vous avez des chances. Et parce que là, vous allez prendre en compte le fait qu'il y a une infinité de comportements, que jamais vous n'allez pouvoir écrire tous les comportements possibles. Donc, vous allez vous focaliser sur le fait de comment m'assurer que mon système revient bien sur un état d'équilibre. Okay. Donc, c'est vraiment penser, finalement, une partie de mon programme, c'est un état d'équilibre. Et cet après-midi, quand vous aurez le côté TP, ben, c'est vraiment cette idée-là. C'est ne pas penser qu'un évitement d'obstacles, c'est un algorithme où il faut écrire pour tel cas, je dois faire tel type de choses, mais plutôt penser en termes de comment m'assurer que mon véhicule soit tout le temps dans l'état d'équilibre qui correspond à ce qui m'intéresse. Et donc, ce qu'on veut, c'est juste s'assurer qu'on va revenir dans l'état d'équilibre, sachant que l'état d'équilibre, il peut exister sous une forme infinie de conditions sensorielles associées. Ça va? Pas de questions? OK. Donc, on a regardé plusieurs méthodes pour procéder. On a donc notamment commencé avec les véhicules de Breitenberg, donc regardé sur des approches qui sont directement très réactives, hein, c'est-à-dire où on se dit, ah mais OK, je prends mes capteurs, je les connecte directement à mes actionneurs. Donc, on a une stratégie possible qui est basée vraiment sur l'aspect capteur. Après, les autres stratégies, on a regardé le fait que on pouvait associer comme si notre agence était une particule, et là, utiliser des notions qui viennent de la physique avec les champs potentiels. Donc ça, hop, je vais partager. Ah ben, je ne peux pas partager mon écran, pourquoi? Voilà, ici. Voilà. Et j'ai pas l'écran, ce qui fait qu'il y a une problématique. Là, ça devrait marcher. Allez, diaporama. OK. Peut-être que ça va venir s'afficher. Ouais. Ça commence.
en stand-by toujours. Voilà, ok, parfait. Donc, on avait vu que, en fait, en créant des champs potentiels et en jouant avec des primitives, entre guillemets, différents types de champs, donc un champ attracteur, un champ répulseur et un champ qui est tangentiel, on peut régler plein de problèmes différents, donc, et puis évidemment un champ uniforme. Si on les combine, finalement, on a la capacité, comme ça, à avoir un système qui va se déplacer dans un paysage d'énergie et va être relativement performant, finalement, pour trouver des solutions où auparavant, on aurait dû utiliser un mécanisme de planification. Mais vous imaginez, si vous prenez l'algo à étoile et que vous dites, vous voulez le traiter dans un problème comme ça, mais en fait, chacun des endroits où j'ai mis une flèche, c'est une case de l'environnement, ben, le coût en termes de temps de calcul, il commence à devenir énorme. Et donc, si en plus vous voulez faire ça ben, pour aller, par exemple, ben, de Cergy à Paris, et que tous vos déplacements, que ce soit dans le métro, sur la route et compagnie, doivent être réglés case par case, vous voyez bien que théoriquement, c'est possible de faire la planification. On pourra, enfin, l'algo de maths, le A étoile, il fait le job, sauf qu'en pratique, il va être complètement débordé d'un point de vue puissance de calcul. Et là, avec ce genre de technique, ben, l'intérêt, c'est que finalement, on n'a que trois mémoires qui sont manipulées. Hein. On a les coordonnées de chacun, donc des deux répulseurs ici, pardon, des deux répulseurs et du but. Et puis, on a les coordonnées courantes où l'on est. Et simplement sur la base de ça, on va être capable de calculer le champ. Donc, on affiche un champ partout, mais à chaque instant, en fait, on a un calcul trivial qui est réalisé. Donc, un petit microcontrôleur, finalement, est suffisant pour faire ça. Donc ça, c'est vraiment l'intérêt de ces techniques à base de champs potentiels qui fonctionnent dans des cas relativement complexes. Donc ça, on l'avait vu la dernière fois, mais on peut toujours avoir des problèmes de minima locaux, donc il faut faire attention. On a après des aspects de se dire quand on combine ces stratégies, il faut peut-être dans certains cas en inhiber certaines, rajouter un mécanisme qui va vous permettre d'arbitrer. Donc il y a une certaine complexité pour faire ces choses-là. Et on peut faire des choses en fait assez complexes, mais dans ce cas-là, c'est pas si facile pour ça à concevoir. Donc notamment, il y a des gens qui sont amusés avec des champs potentiels à faire du docking. Donc vous savez, si vous avez un semi-remorque, d'accord, donc la cabine conducteur et puis votre remorque derrière, et de se dire ah mais ok, je vais partir d'ici et je dois en marche arrière me débrouiller pour arriver à ce point-là. Donc, c'est faisable avec des champs potentiels. Mais bien évidemment, ça, voilà, là, c'est pas trivial pour fabriquer le champ qui va bien. Mais il y a des gens voilà, qui ont réussi à mettre en place ces choses-là en jouant avec des champs tangentiels de manière à arriver à contrôler finalement un peu le rayon de braquage du véhicule pour arriver à se positionner comme il faut. Voilà, ça peut se faire. Mais honnêtement, après, voilà, c'est pas trivial et ça reste des problèmes qui sont compliqués. Donc, le problème délicat, c'est vraiment le problème de se dire, voilà, j'ai un but qui est ici, j'ai un point de départ qui est là, j'ai un environnement qui est peut-être pas si compliqué que ça, mais sauf que si je dois planifier, on va dire, pour chaque pixel de mon environnement, je fais exploser mon A étoile. Et là, mais où en même temps, je peux avoir des problèmes de minima locaux qui fait qu'une simple stratégie avec des champs potentiels serait en échec. Donc, clairement, entre guillemets, j'ai un souci. Champ potentiel, c'est cool, mais malheureusement, j'ai un problème trop complexe pour traiter juste avec des champs potentiels. À étoile, ça serait parfait, sauf que j'ai trop de cases dans mon environnement pour que ça tourne. Donc, qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Bon, voilà. Bon, évidemment, première stratégie, j'écris ma grille et compagnie, et là, c'est pas la peine, je suis mort. Mais autre stratégie, comme ça marche pas d'écrire la grille, ce que je peux me dire, c'est ah, et si j'étais malin dans ma conception des cases? C'est-à-dire, malin dans ma conception des cases, c'est que finalement, quand j'ai un endroit qui est ici et où il n'y a aucun obstacle autour, pourquoi pas juste dire qu'il s'agit que d'une seule case? Donc, en fait, je peux fusionner des cases en disant, tant qu'il y a pas, tant que je n'approche pas d'un obstacle, ça peut être juste une seule case. D'accord? Ça va nous simplifier la vie. Et évidemment, dès que j'ai des obstacles, il faut avoir des cases qui soient plus précises, qui vont tenir compte de ce qui se passe. Donc, on peut imaginer d'avoir un algorithme, ce qu'on appelle des quadrilles. Je ne sais pas si on vous a parlé de ça. Oui, voilà, vous avez déjà vu ça en info. Donc, où on va
prendre notre environnement et à chaque fois qu'on va avoir, par exemple, une intersection avec un contour qui serait disponible et qui serait donc évidemment connu à l'avance, hein, donc il y a quand même une restriction sur ces méthodes sur le fait qu'on suppose que la carte de l'environnement nous est donnée ou est accessible. Eh bien, si on a cette carte de l'environnement, alors je peux la découper avec une stratégie de type quadri de manière à avoir quelque chose. Finalement, là, le nombre de cases que je vais devoir parcourir avec A étoile va rester relativement gérable. Et donc, oui, bah, je peux revenir à mon A étoile et il peut fonctionner. Donc ça, c'est une bonne manière de procéder. Après, le problème, c'est que ben, si on a vraiment un environnement compliqué, c'est pas si trivial que ça, en fait, de fabriquer juste le quadri à l'avance. Alors, notamment, imaginez que vous avez un environnement qui est de ce type-là. Euh, Comment faire pour naviguer correctement? Eh bien, une stratégie possible, c'est de se dire, ah, mais en fait, je peux découper ce truc-là en régions en utilisant la stratégie, les diagrammes de Voronoi. Les diagrammes de Voronoi, vous connaissez? OK, alors attendez, je vais faire ça. Là, je vais essayer de faire gaffe d'arrêter le partage de l'écran quand je peux vous montrer les trucs au tableau. Là, je vais mettre sur noir pour arrêter ça. Et mince, pardon. Voilà. OK. Donc, un diagramme de Voronoi, c'est quoi? Alors, c'est vraiment quelque chose de très simple. Alors, c'est surtout utilisé par les gens qui font en fait de la classification de données historiquement. L'idée, c'est que, imaginez que vous ayez un cluster. Je vais voir si je peux. Mince, où est-ce qu'il est mon zoom? Bien sûr, est-ce que je vois? Ouais, je vois ici. Voilà. Donc, imaginez que vous ayez appris un lieu ici, d'accord, que vous ayez dans votre espace de données, que vous connaissez ce point-là. En fait, le diagramme de Voronoi, il va essayer de vous dire, est-ce que je suis plus proche, par exemple, de la classe A ou de la classe B? Et donc, dans ce cas-là, ben, vous voyez bien que si vous tracez une droite entre A et B, et vous allez avoir ici, à mi-chemin, une frontière où on aura ici tous les points qui sont plus proches de A, tous les points qui sont plus proches de B. Donc, en fait, le diagramme de Voronoi, quand j'ai juste deux points comme ça, A et B, ça va être finalement un demi-plan qui va être créé. Alors, évidemment, ce n'est pas particulièrement excitant si je me limite à ça. Imaginez que j'ai un point C qui soit, par exemple, ici, ben, ça simplifie la vie. Dans ce cas-là, qu'est-ce qui va se passer? Ben, en pratique, il va aussi exister une frontière ici, comme ça, entre A et C, et puis pareil, de la même manière, une autre frontière qui va exister ici, entre C et B. Et donc, dans ce cas-là, le diagramme de Voronoi qui va apparaître de notre problème, ça sera quelque chose qui sera comme ça, et qui me dira, ah, mais vous voyez, là, ici, cette partie de toute cette région, je suis plus proche de A, toute cette région, je suis plus proche de B, toute cette région, je suis plus proche de C. OK? Et donc, on a des algos qui vous permettent de calculer un diagramme de Voronoi pour n'importe quelle figure comportant finalement autant d'objets que vous avez en vue. OK? Donc ça, c'est très utilisé quand on fait de la classification parce que c'est ce qu'on va utiliser pour savoir finalement quels sont les domaines des classes qu'on fabrique. Donc notamment, je pense que l'algorithme K-means, vous devez connaître. Non? Voilà. Oui, non? Pas moyen. Donc, en fait, c'est un algorithme de base du clustering où l'idée, c'est simplement, j'ai un prototype qui code une forme particulière et je vais regarder à quelle distance je suis, par exemple, de ce prototype-là. Et donc, si j'ai choisi que mes prototypes, c'était A, B et C, et que, par exemple, dans un espace juste à deux dimensions, eh bien, je vais avoir des domaines où je vais reconnaître que je suis plus proche de A, de B ou de C, simplement en mesurant la distance par rapport à A, B et C en termes de forme. OK? Voilà. Donc, et vous voyez qu'après, évidemment, hein, si je rajoute un point D qui est ici, dans ce cas-là, ben, je vais me retrouver avec une frontière qui va se créer, qui va être un truc comme ça, qui va me séparer encore mon environnement de cette manière-là. Et donc, petit à petit, je vais me retrouver avec une tessellation de mon environnement qui va avoir des formes de triangles, d'hexagones et compagnie, selon l'environnement dans lequel je suis. Ça va? OK. Bon, donc ça, c'est ça le diagramme de Voronoi qui est nécessaire pour comprendre ce que je voulais vous raconter. Maintenant, je reviens. Ah, je vais aller ouvrir. Il attend un peu, hein. Tac.
Donc, quand je fais mon Voronoi, qu'est-ce qui va se passer? Donc là, j'ai cet environnement-là. Eh bien, mon diagramme de Voronoi, vous voyez, il va dire, est-ce que je suis plus proche de ce mur-là que de celui-là? Quand je suis ici, de quoi je suis le plus proche? Et donc là, on voit qu'il y a en termes de frontières, on voit bien que ici, on sera plus proche, entre guillemets, de cette partie-là. Et puis, quand on va bouger, ici, ça va un peu changer à cause de la zone qui est ici libre. Et on va se retrouver avec, pareil, des zones ici qui vont apparaître. Et donc, quand je vais dessiner mon Voronoi, je vais me retrouver avec ce truc-là, qui est une frontière un petit peu continue, alors évidemment qu'on va discrétiser, nous. Mais vous voyez qu'il peut avoir une forme qui est relativement complexe. Et alors, quand j'ai ce Voronoi, l'idée, c'est que si je le transforme un petit peu, je vais pouvoir fabriquer un graphe à partir de ce Voronoi et après pouvoir l'exploiter pour planifier. Donc, typiquement, l'idée, c'est qu'on va essayer de trouver un petit peu ce qu'ils vont appeler des points critiques, qui vont être des points qui vont être liés au fait qu'à chaque fois, il se passe quelque chose, je vais avoir une intersection qui est disponible, je vais avoir un changement de courbure au niveau de ma frontière. Et donc, je vais pouvoir détecter un petit peu ces points critiques. Et à partir de ça, ben, je vais aussi pouvoir déterminer des lignes critiques qui sont liées à ça. Et donc, je vais pouvoir fabriquer des régions. Et donc, je vais me retrouver avec des régions topologiques que je vais isoler en disant, ah ben tiens, ça c'est une première région, ça c'est une deuxième région, ça c'est une troisième région, une quatrième, cinquième, sixième, ainsi de suite. Et une fois que vous avez ça, eh bien, vous pouvez refabriquer à partir de ça un graphe topologique. Et sur ce graphe topologique, évidemment, votre A étoile va bien fonctionner. Et donc, vous voyez que dans ce cas-là, finalement, l'emploi de l'algo à étoile ne va pas se faire si directement. Il va passer par cette étape-là où d'abord, ben, il faudra fabriquer le plan de l'environnement. Donc, peut-être en l'explorant, donc il va y avoir des stratégies, notamment avec le SLAM, donc qui est donc les aspects de localisation et de mapping simultanés qui vont être possibles. Et une fois qu'on a fait ce truc-là, on va pouvoir naviguer. Et pendant qu'on est en train de le faire, on peut toujours tenter de commencer à naviguer. Mais bien évidemment, tant que vous ne savez pas où est votre but, ben, l'emploi de la étoile va être délicat, hein, tant que vous ne savez pas où le localiser sur votre carte. Et mince, pourquoi je passe pas le dessus? Ah. Voilà. Donc, vous voyez, là, ici, sur différents exemples, le passage, le diagramme de Voronoi, trouver les lignes qui sont liées à des aspects critiques pour pouvoir arriver à fabriquer des régions. Et puis, une fois qu'on a fabriqué des régions, dans certains cas, on en a un peu trop. Donc, vous voyez, ici, par exemple, on peut se dire, ah, mais il y a peut-être des cas où c'est un peu dommage d'avoir séparé ces deux endroits-là parce que finalement, ils sont très proches. Donc, on va les regrouper. Puis d'autres endroits où on dit, ben non, ça va bien. Donc, on va avoir comme ça le pruning après du système pour regrouper les régions. Et ensuite, on le transforme sous la forme d'un graphe qui nous permet de travailler correctement. Voilà. Donc ça, j'ai déjà parlé là-dessus. Donc là, j'ai terminé pour ce côté-là. Ça va? Pas de questions? Voilà. Donc, donc, ce que je vous ai déjà dit en début de séance, c'est vraiment ce côté de un comportement, c'est égal à un attracteur. Et donc, il faut vraiment penser à raisonner de cette manière-là si vous voulez fabriquer après des systèmes complexes, d'accord, et que vous voulez vous en sortir, c'est un truc important. Quand on a des problèmes de priorité, eh bien, il faut avoir des moyens un peu spécifiques pour les traiter. Alors, ce qui se passe, c'est qu'il y a des gens qui ont regardé des architectures qui sont directement, en fait, alors historiquement inspirées de notre cerveau. C'est-à-dire que si vous regardez, nous, comment on fonctionne, eh bien, en fait, quand il y a un problème catastrophique qui nous arrive dessus, un boom, je sais pas quoi, en fait, on a des réactions réflexes. Donc, on a une sorte de garantie pour notre survie qui est que, en cas de danger immédiat, même si on était en train de penser à un problème de maths compliqué et compagnie, même si on planifiait, qu'on n'avait pas terminé la planification, la solution du problème, eh bien, on traite l'urgence. D'accord? On arrête le truc qu'on était en train de faire, c'est pas grave. Tac, on bascule, c'est la survie qui compte. Donc ça veut dire que notre système, notre manière à nous de fonctionner, c'est une manière où on a plusieurs boucles, plusieurs boucles, et ces boucles, en fait, elles ont des priorités les unes par rapport aux autres. Donc, ce qui est prioritaire, c'est les mécanismes réflexes. Donc, c'est le fait que, par exemple, voilà, si on me tape ici avec un marteau sur mon genou, tac, automatiquement, mon genou remonte. Ça, c'est un test que font les médecins.
C'est pareil si je suis à moitié inconscient et qu'on met une lampe au niveau de ma pupille, eh bien le médecin va pouvoir vérifier si mon réflexe au niveau de la pupille, il est toujours là. S'il est là, ça veut dire que je suis pas en mort clinique. Ok, je peux être comateux, mais voilà, tout va bien. Si je réponds pas, là, il se pose des questions. Ok, donc ça, ces mécanismes réflexes, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, vous ne pouvez pas les empêcher. D'accord? Et voilà, vous pouvez essayer de vous dire, je ne veux pas réagir quand quelqu'un va appuyer ici. Vous ne pouvez pas, parce qu'en fait, la boucle, elle va même pas à votre cerveau. Cette boucle, elle va à la moelle épinière et ça retourne directement. D'accord? Donc ça, c'est vraiment entre guillemets, un réseau neuronal complètement décentralisé qui ne passe pas par notre cerveau. Après, évidemment, ben, voilà, je suis capable de me maintenir debout. Je n'ai pas besoin de réfléchir à comment je me maintiens debout. En même temps, c'est pas quelque chose qui était réflexe. D'accord? C'est-à-dire que quand je suis né, je n'avais pas la capacité à me maintenir en position bipède correctement. C'est quelque chose qui a pris genre une année d'apprentissage avant d'être capable de commencer à marcher. OK? Donc finalement, cette capacité à me maintenir en position debout, c'est quelque chose que j'ai appris, c'est quelque chose qui dépend de mon cerveau, mais en même temps, c'est quelque chose que je fais de manière complètement inconsciente et qui est vraiment stable en fait en termes de comportement. Donc ça, c'est des comportements associatifs qui ont été renforcés un grand nombre de fois et qui correspondent à des boucles en fait qui sont quand même relativement rapides. Et puis après, il y a tous les processus qu'on va faire, qui vont être plus, je dois planifier des choses, je dois réfléchir à des choses de plus en plus complexes. Et dans ce cas-là, ça peut être des boucles associatives. Vous voyez, donc là, mon niveau réflexe, des boucles très rapides, par exemple, me maintenir debout. Des choses après un peu plus complexes, du style, je navigue, je vais aller acheter du pain, je vais à la fac, je vais faire des trucs comme ça. Quand c'est un trajet quotidien, en général, on ne pense même pas. Et donc, on le fait un petit peu en mode automatique, ce qui fait que même certains jours, quand on ne va pas à cet endroit-là, on peut se tromper en commençant à aller à l'endroit habituel parce qu'on n'a pas fait gaffe. Et parce qu'on pensait à autre chose. Justement parce que finalement, on emploie des routines qui sont bien préprogrammées. Et puis après, il y a le niveau où on doit vraiment réfléchir, où on doit planifier et où on doit essayer de trouver une solution à un problème. Et là, qui vont être, on va dire, les tâches les plus complexes. Mais finalement, chez nous, ça utilise assez peu, enfin, c'est des tâches sur lesquelles on insiste beaucoup. C'est parce que c'est les tâches dont on est conscient. Mais au final, elles sont minoritaires si on regarde même en quantité, entre guillemets, de calculs neuronaux qui sont réalisés par rapport, en fait, à toutes les tâches inconscientes que l'on fait. Ça va? Et donc, les roboticiens se sont dit, et si on faisait des systèmes robotiques ou des systèmes artificiels sur cette base-là? Donc, en employant le fait qu'on va avoir donc, des stratégies qui sont en parallèle, mais où en même temps, on va regarder qu'il y a bien des notions de priorité. Les mécanismes réflexes, on ne peut pas les empêcher, les mécanismes au fur et à mesure. Et les tâches de plus haut niveau, évidemment, elles sont là pour indiquer dans quelle direction on doit aller. Mais voilà, on ne va pas tourner s'il y a un mur, on va continuer à longer le mur jusqu'au moment où on trouvera une porte, même si on se dit qu'on veut aller plutôt à droite ou à gauche. Voilà. Donc, on va avoir des systèmes qui sont dits des systèmes préemptifs en strates. Et donc, l'approche qui regroupe un petit peu ces notions, c'est l'approche de subsumption qui a été proposée par Rodney Brooks, donc qui est un des grands noms de l'IA, parce que donc je vous l'avais dit, je pense lors de la première séance, ça a été le directeur du labo d'IA du MIT. C'est lui qui a notamment sorti qui est un petit peu le père des robots Roomba. Et les robots Roomba, en fait, sont directement issus de ces architectures-là. Et ensuite, à la suite de ça, ça a été un des pères des cobots, et notamment l'une des premières personnes à développer en laboratoire des robots humanoïdes avec le but de se servir du fait qu'ils puissent avoir deux bras et compagnie pour interagir avec des humains. Donc là, l'idée, c'est que les couches de haut niveau, elles peuvent subsumer les couches de plus bas niveau, mais les couches de plus bas niveau, elles peuvent garder malgré tout une priorité en disant, pour des aspects de temps réel, les couches de plus bas niveau, elles seront prioritaires par rapport aux couches de plus haut niveau. Donc en lien avec le côté, on va dire, d'un cours sur le temps réel, il faut vraiment penser que chaque niveau a normalement sa strate de priorité, correspond à un niveau de priorité, correspond à des interruptions plus ou moins fortes et en même temps correspond aussi à des boucles de vitesse qui vont aller en décroissant. C'est-à-dire que plus on va monter, a priori, plus on devrait avoir des choses qui prennent du temps de calcul. Mince.
Voilà. Donc, en pratique, on peut aller assez loin avec ça. C'est-à-dire qu'on peut commencer en disant, ben, je vais éviter des choses, je peux me déplacer sans but, je peux explorer, je peux fabriquer une carte en ayant exploré, je peux faire du monitoring de ce qui est en train de se passer quand je fabrique ma carte, je peux identifier des objets, puis après, je peux planifier dans cet environnement, et puis après, je peux faire des raisonnements complexes par rapport à ces objets en disant, faut que j'aille chercher tel objet à tel endroit, puis tel autre objet à tel autre endroit, pour les assembler, pour faire tel type de choses. Et là, si finalement vous arrivez à ce niveau-là, bah, vous avez un agent intelligent. Voilà. Donc, c'est une autre manière de voir comment on conçoit ces aspects intelligents. Et donc, dans les papiers, on va dire, historiques de la subsumption, ce que propose Rodney Brooks, c'est l'idée que, par exemple, si on a un capteur, donc lui, historiquement, il travaille avec un sonar, mais honnêtement, aujourd'hui, ça change rien. C'est juste que vous prenez un lidar, donc vous allez avoir, entre guillemets, plus de points de mesure. Donc là, qu'est-ce qui se passe? Ben, on a, dans chaque direction, on a, entre guillemets, à l'époque, un capteur, donc c'est un petit émetteur à ultrasons. On va récupérer une mesure de distance des obstacles. Là, ça me dit que j'ai un obstacle peut-être qui est très proche. Là, ici, ils sont relativement proches. Et puis là, ils sont plus lointains. OK? Donc ça va me correspondre à un champ qui me permet de me dire qu'est-ce qui se passe autour de moi. Donc, bah, si j'ai une collision, je peux dire, ah, mais OK, il faut s'arrêter. Donc là, tu vas avoir un truc qui est impératif qui dit, ah, mais OK, la marche en avant, il faut l'arrêter dès qu'on touche quelque chose. Donc là, par exemple, toucher, ça peut être soit parce qu'on a saturé le capteur à ultrasons, soit plus simplement parce que je vais enlever le mode de l'écran. Voilà, donc ça peut être vraiment de se dire, je vais arrêter le mode forward, et puis à côté de ça, en parallèle, comme j'ai ces informations-là, je peux me dire, ah mais si je veux pas rentrer dans des obstacles, il vaudrait mieux aller à l'endroit, par exemple, où j'ai le moins d'obstacles, entre guillemets, où les obstacles sont soit les plus lointains, soit, enfin, selon la valeur qui est interprétée ici. Donc là, c'était quoi? C'était le range reading. Donc là, en fait, en disant, ben, OK, si j'ai des choses qui sont en fait loin, enfin, si les distances sont grandes et là les distances sont courtes, ben, dans ce cas-là, je vais préférer aller vers les endroits où il y a les distances qui sont grandes parce que comme ça, je prends moins de risques et donc je vais tourner pour aller dans cette direction-là. Et et donc, en fait, il aboutit au fait que chacune des boîtes qu'il manipule va fonctionner en fonction d'entrée, peut être resetée, va fournir des sorties. Ces sorties peuvent être dans certains cas inhibées parce que d'autres boîtes auront la priorité, donc vont pouvoir et ensuite on va donc soit les inhiber, soit on va pouvoir supprimer les entrées pour ne pas les prendre en compte parce que dans certains cas, prendre en compte toutes les entrées, c'est courir le risque de ne pas avoir de solution, par exemple, ou le fait que le système se mette à tourner en rond parce qu'il va revenir dans un état précédent. Voilà, donc on peut comme ça créer cette possibilité. Je revienne sur le bon truc ici. Voilà. Donc si vous faites ça, donc vous allez capter vos données qui vont vous dire qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que je suis en train de voir. Et dans ce cas-là, votre système, quand il va se balader, bah, finalement, il va faire une sorte de balade aléatoire parce qu'il va essayer d'éviter d'essayer de l'éloigner un petit peu le plus des obstacles, de pas rentrer dans les obstacles. Et donc, ça va faire des mouvements un petit peu n'importe comment, hein. Ça dépendra de comment il est orienté, qu'est-ce qu'il perçoit à un instant donné. À chaque fois, il va un petit peu changer de direction. Donc, si vous voulez aller plus loin, bah, dans ce cas-là, on va dire, ah, mais en plus, je vais rajouter le fait que je veux me balader un petit peu aléatoirement et donc en disant, bah, peut-être que je vais mettre un côté aléatoire qui va faire qu'en plus, je vais éviter certaines directions et que donc, je vais pouvoir un petit peu soupçonner ce qui se passait sur ce champ de force de manière à me forcer à tourner d'une certaine manière. Donc là, déjà, mon système, il va pouvoir avoir un comportement un peu plus malin. Et puis après, si je veux aller vers le côté de suivre un couloir, ben, je peux regarder ce qui se passe autour de moi. Je peux avoir un algo, par exemple, qui va utiliser de la vision, qui va toujours utiliser les sonars, et qui va me dire, ah mais OK, comment est-ce qu'on peut faire pour rester au milieu du couloir? Et là, dans ce cas-là, ça devient un algo un peu spécifique qui essaye de maintenir cet aspect-là et qui va, dans ce cas-là, subsumer l'aspect de juste faire l'évitement de manière à contrôler bien où on veut aller. Mais malgré tout, tout le temps, s'il y a une collision, ben, je vais arrêter en disant le fait d'avancer parce que ça reste prioritaire. Donc, vous voyez, vous pouvez comme ça avoir une sorte de programmation graphique où vous avez des petites boîtes qui vont décrire ce que vous voulez faire.
et vous allez activer, inhiber les boîtes. Donc, on reste dans une programmation assez classique, mais où malgré tout, on commence à penser les choses vraiment de manière très parallèle, en fait. Donc là, on voit bien qu'une exécution comme ça, si je suis programmeur, hein, ce que j'ai envie, c'est de lancer des threads en parallèle et de dire, OK, ils vont fonctionner tout le temps en même temps. Et je vais avoir juste ces mécanismes d'arbitrage. Donc, je vais avoir un certain nombre de boîtes logiques que je vais pouvoir utiliser. Voilà. Donc ça c'était des approches qui ont été proposées. Donc c'est 80 et quelques le papier de Brooks. Et donc ça, en labo de recherche, donc vous voyez à la fin des années 80, c'était bien maîtrisé. Et on a commencé à voir apparaître les Roomba dans le commerce. C'est le tournant de l'an 2000, hein, globalement, où ça commence à apparaître ce type de robot. Alors vous voyez, là c'est les robots, donc avec vraiment la stratégie par exemple, de Roomba, qui est de se dire j'apprends pas mon environnement, j'ai pas de carte de mon environnement, j'ai juste un tout petit microcontrôleur, je fais une balade aléatoire et j'utilise le fait que quand je fais une balade aléatoire, ça me garantit qu'au bout d'un moment, je vais passer partout dans mon environnement en utilisant les propriétés du mouvement brownien. Et puis après, comme je veux faire un peu mieux que juste du pur aléatoire, on fait attention avec l'évitement d'obstacles, on rajoute des stratégies où on va tout le temps tourner un peu dans le même sens, de manière à garantir qu'on va un petit peu tout explorer. Et puis après, si vous avez suivi un petit peu l'historique de ce qui s'est passé sur ces robots aspirateurs, vous avez vu qu'il y a d'autres robots qui sont apparus il y a quelques années, dotés en général d'un lidar ou d'une caméra, et qui là sont capables de fabriquer le plan de la pièce dans laquelle ils travaillent. Et grâce au plan de la pièce dans laquelle ils travaillent, ils essayent de vendre et qu'ils sont plus efficaces que le mouvement brownien pour faire de l'exploration et qu'ils vont faire juste des lignes et qu'ils vont donc optimiser les déplacements de manière à les regarder partout. Mais après, il y a des discussions sans fin entre les gens qui disent, oui, d'accord, il a peut-être regardé partout, mais comme il n'avait pas réussi à enlever toutes les poussières du premier coup, il faut quand même faire plusieurs fois le passage. Et dans ce cas-là, finalement, le mouvement brownien peut-être reste une bonne solution. OK? Donc voilà, on en est là aujourd'hui avec des gens qui vont vendre des appareils évidemment plus ou moins chers, avec des algos plus ou moins sophistiqués, et où aujourd'hui, les gens qui vont vous vendre quelque chose qui est capable de faire le mapping de votre maison et compagnie, vont en même temps vous le vendre pour faire de la sécurité, pour faire des tas de tâches comme ça, qui peuvent être facilement rajoutées sur ce type de système, puisque c'est ça, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut avoir un robot qui vit dans votre maison, entre guillemets, et qui va juste coûter quelques centaines d'euros, qui à la fois est utile parce qu'il est capable de faire de manière autonome des tâches relativement simples, et qui en plus va pouvoir être téléopéré à distance et va pouvoir vous renseigner, voilà, vous dire est-ce qu'il y a un intrus ou pas dans la maison. Donc ça devient sympa de commencer à avoir ces systèmes-là. Et là, vous voyez, là ici, quand on rajoute le fait qu'il est en train de vraiment de suivre en plus le couloir, ça va nous permettre comme ça d'avoir quelque chose où la trajectoire deviendra beaucoup plus, entre guillemets, cohérente d'un point de vue spatial. OK? Mais on en revient tout le temps au fait que quand on est ici et qu'on a fait nos traitements, on a tout le temps la question de comment on arbitre entre ces traitements. Soit on le sait à l'avance, et entre guillemets, le programmeur sait dans l'architecture Substation ce qu'il veut faire, et il y a vraiment une étape de design qui est importante, et quand vous vous plantez dans le design, ça fait n'importe quoi. Soit après, vous vous dites, mais finalement, ce que j'ai dans mon architecture Substation, si je reviens en arrière, pourquoi je ne peux pas revenir en arrière? C'est bizarre. Ah, si, c'est bon. Voilà, quand j'ai par exemple une architecture comme ça, en fait, on peut aussi le voir en se disant, mais si finalement j'étais capable d'apprendre ces liens, si j'étais capable de considérer que ces boîtes-là, c'est pas des algos qui ont été écrits de manière ad hoc, mais que finalement j'ai été capable de les faire apprendre, eh bien, on pourra avoir une sorte d'immense réseau de neurones et le faire complètement apprendre. Voilà. Et donc ça, c'est aussi un petit peu les enjeux aujourd'hui de se dire, mais finalement, tout ça, je peux peut-être le faire un peu de manière neuronale, mais si je garde les idées de la substantion, alors je vais pouvoir garder malgré tout ces aspects de contrôle temps réel de ce qui est en train de se passer. Donc on peut mixer un petit peu les techniques. Il faut tout le temps raisonner de cette manière-là en vous disant, OK, moi je vous montre ce qui existe, mais après pensez que vous avez le droit d'aller mélanger les techniques par rapport à d'autres choses qu'on vous apprend dans d'autres cours. C'est l'enjeu aussi. C'est-à-dire que le cours sur ces aspects d'architecture pour les systèmes intelligents, il n'a pas vraiment de grand intérêt si vous le prenez isolé de tous les autres cours. Il faut vraiment penser à se dire, ah mais ok, cette notion-là,
peux la combiner avec ce qu'on peut m'apprendre sur un deep network qui serait capable de faire de l'évitement d'obstacles ou qui serait capable de faire du suivi de route ou autre. Voilà, je vais pouvoir mélanger tout ça. Mais donc, on reste avec cette question-là de comment on arbitre, comment on apprend à donner plus d'importance à un comportement ou à un autre. Donc ça, ces approches dites à base de comportement, on en a eu énormément d'applications, donc que ce soit donc sur les voitures pour la conduite autonome, sur des aspects de blindés, sur le contrôle et le suivi de route. Alors notamment sur des aspects de blindés, ils ont fait aussi en termes de population de robots. Donc ça fait, ouais, c'est pas des trucs qui sont sortis maintenant, mais à la fin des années 90, on a commencé à avoir tout ce qu'on appelle l'intelligence en essaim, dont on va reparler un petit peu plus tard dans le cours, et qui se sont basés sur ces approches comportementales. Ça va? Alors j'en profite qu'on parle de ces histoires d'évitement d'obstacles pour faire une petite digression sur donc plus sur on va dire un aspect robotique hein, là dans ce cas-là qui est de comment on fait aujourd'hui sur les systèmes robotiques pour éviter des obstacles. Alors principalement les choses qui marchent bien sont des capteurs avec des lasers. Donc on va utiliser un laser. On va avoir un système avec une caméra donc en réception et on va regarder finalement comment où est reçu en fait ce rayon laser sur la caméra en regardant sur le fait qu'en fonction de la distance, on va pas du tout avoir la même chose. Alors évidemment, on peut avoir des systèmes qui sont très complexes, il faudrait de l'interférométrie et qui pourraient vous donner par temps de vol la distance des objets. Mais la plupart du temps, les stratégies qu'on va utiliser, c'est beaucoup plus un aspect où on va avoir donc un détecteur et on va regarder dans quelle mesure on va recevoir notre image ou pas. Alors, quand on va utiliser ce genre de capteur, donc ça, c'est un capteur, par exemple, pour l'extérieur, donc avec un filtre qui va lui permettre d'être insensible à la lumière ambiante. Donc, ce qui veut dire que le laser, en fait, ce qui va limiter la performance de ces systèmes, c'est principalement le fait que le laser a une longue portée, mais il a une portée qui est relativement limitée si on doit le comparer à la lumière de notre soleil. D'accord? C'est-à-dire que au-delà d'une centaine de mètres, eh bien, le signal du laser en retour, hein, du rayon qui va être réfléchi par le laser, il commence à devenir plus faible que le signal qui a été réfléchi par notre soleil. Et donc, il y a un petit souci. Dans ce cas-là, on va bien pouvoir distinguer notre signal. Donc, en général, les télémètres laser, la portée qui est annoncée, c'est une centaine de mètres. Si on veut vraiment aller plus loin, ben, on n'a pas trop le choix, on arrive au radar. C'est-à-dire on prend des longueurs d'onde qui vont être beaucoup plus tranquilles et on va émettre un signal radar classique en ondes électromagnétiques habituelles. Voilà. Et donc là, on va avoir ces possibilités-là. Alors, quand on va le faire fonctionner, vous voyez que en fonction de là où l'on est, on va avoir une résolution qui est très bonne, mais plus en fait les obstacles vont être loin, plus en fait on va avoir des points isolés qui vont juste traduire le fait que j'ai envoyé un rayon dans cette direction, puis dans cette direction, puis dans cette direction. Donc, je sais qu'il y a un point peut-être quelque part, mais je ne sais pas entre ces points-là ce qui se passe. D'accord? Donc, en fait, là, j'ai des incertitudes sur qu'est-ce qui est en train de se passer dans ces zones-là. Donc, par défaut, votre système, il peut considérer que, ben, qu'il y a continuité. Et donc, dans ce cas-là, ben, qu'il y a plus un obstacle qui est là. Mais faites attention, si jamais il y avait une porte ici, ben, vous ne l'avez pas détecté. Ou à l'inverse, si votre rayon est allé ici et que il y avait justement un petit trou ici, il peut croire que les autres endroits, il y a aussi ce trou-là, alors qu'en fait, il y a un obstacle, mais vous ne les voyez pas. Donc, il y a vraiment un problème de résolution du capteur par rapport à la distance. Alors, autre stratégie pour obtenir des informations sur la 3D. Donc ça, c'est des stratégies que vous connaissez plus, qui sont employées. La Xbox a sorti ça avec comment ça s'appelle déjà? Voilà, la Kinect. Donc l'idée est un petit peu différente. L'idée de la Kinect, c'est que, alors on va dire, c'est le lidar du pauvre. Hein. Pardon? Oui, oui, voilà, voilà. Et qu'est-ce qu'on va faire? Ben, on va avoir une source de lumière qui va éclairer la scène et qui va l'éclairer avec un motif. Donc, le motif, par exemple, on peut prendre une ligne. Si je prends une ligne et que j'éclaire mon environnement avec cette ligne, si jamais il y a un cylindre devant, eh bien, ce cylindre, on va avoir une partie du rayon réfléchi qui va être visible. Et donc, évidemment, ben, on va avoir une différence et cette différence va directement traduire la profondeur.
Donc, on peut comme ça savoir qu'il y a bien un objet qui est devant. Alors, évidemment, plus vous allez mettre de lignes, mieux ce sera. Et puis, si vous voulez avoir une information pour savoir, ah oui, mais est-ce que c'est un plan qui est plutôt en vertical ou plutôt en horizontal, ben, vous avez peut-être intérêt à utiliser un grillage. Et dans ce cas-là, vous aurez vraiment des indications sur votre 3D en regardant la déformation de votre motif. OK? Donc ça, en fait, on transforme ce problème-là en un problème purement de vision. Et donc, c'est assez facile à traiter. On peut le faire avec un grillage ou on peut le faire avec, par exemple, en émettant des petits cercles ici. Vous voyez, aussi, ça peut marcher. Alors après, la Kinect employée comme système de LiDAR, est-ce que vous savez c'est quoi sa plus grosse limitation? En fait, c'est la même que la Kinect employée pour jouer. Ça marche tout le temps, votre Kinect, quand vous l'utilisez pour jouer, pour vous détecter? Il y a des cas où ça marche pas. Quand est-ce que ça marche pas? Eh ouais. C'est un problème de lumière ambiante, c'est-à-dire que ce qu'il faut pas, c'est par exemple, si vous vous mettez face à dos à une fenêtre et que vous jouez dos à une fenêtre et que en plus, alors si c'est le soir, ça va, mais si c'est avec en plein après-midi avec le soleil qui tape, la Kinect, elle est claire. Alors évidemment, tout le truc, c'est que on essaie de donner l'impression que le système est intelligent et que il verrait des trucs. Donc en fait, on éclaire en infrarouge. Donc, infrarouge, nous, nos yeux ne le voient pas. La caméra, une caméra classique, le proche infrarouge, elle le voit bien. Il suffit juste, en fait, d'enlever le filtre, hein. Par défaut, les caméras classiques voient relativement bien en infrarouge. Euh, et on a donc une image qui est OK, sauf si, évidemment, bah, il y a trop d'infrarouge qui nous arrive par le soleil. Et dans ce cas-là, bah, votre source lumineuse, elle n'est pas juste suffisamment puissante. Et donc, il faudrait repasser un laser et compagnie, donc avec tous les problèmes, et on reviendrait à notre solution de LiDAR. OK? Donc, c'est pour ça que utiliser une Kinect pour, par exemple, faire de l'évitement d'obstacles sur un robot, c'est sympa en intérieur, c'est sympa en expérience de laboratoire, mais dès que vous allez utiliser ça dans un environnement industriel, vous tirez une balle, vous abandonnez, enfin voilà. Enfin, abandonnez tout de suite. Hein. Ouais, n'essayez pas. Il faudra en passer par une stratégie à base de LiDAR. Et pareil, quand vous regardez les LiDAR, vous allez voir, il y a des petits LiDAR qui marchent très bien, qu'on peut mettre sur des petits robots pour l'intérieur. C'est cool. Ils ont une portée en général de plusieurs mètres et ils sont relativement précis. Et ils ne valent que genre 100, 200 euros, enfin un truc comme ça. Donc c'est que, bah, attendez, et là il vaut 6 000, hein. D'accord, hein? Le capteur, donc quand vous voyez des voitures, la voiture par exemple de Stanford qui avait gagné le DARPA Challenge, elle en avait 6 de capteurs comme ça, plus un LiDAR 3D à 30 000 euros. Ah ouais, ben, ça ne fait pas la voiture autonome donnée, quoi. Oui, ah ben ouais, non mais c'est ça. Alors après, évidemment, pensez tout le temps que là, on est sur des protos de recherche, ou là, on est sur des applications industrielles. Donc, SICK, qui est un fabricant allemand, il vend surtout ça pour équiper, par exemple, des gros camions bennes qui travaillent dans les mines, qui ont des trucs de docking et compagnie automatisés. On s'en fout si ça vaut 20 ou 30 000 euros. De toute manière, le camion, il vaut 1 million. Vous voyez, c'est pareil, hein, vous avez un truc qui doit aller une moissonneuse-batteuse dans les champs, plein de trucs où vous vous dites 10 000 euros, c'est pas possible, je pourrais pas dépenser 10 000 euros dans un ordinateur. De toute manière, le mec, une fois qu'il a acheté la moissonneuse-batteuse, plus ou moins 10 000 euros, c'est assez loin du chiffre principal, hein, donc il ne le voit pas, quoi. Voilà, il n'y aura pas de problème de prendre une option à ce prix-là. OK? Voilà, donc imaginez bien cette différence de prix. Alors après, évidemment, si maintenant on veut développer une voiture autonome pour monsieur tout le monde, ben là, on se pose d'autres questions en termes de est-ce qu'on peut fabriquer un lidar 3D qui va être économe? Ben oui, évidemment, si on industrialise, si on le fabrique en suffisamment grande série, on peut faire des lidars qui sont intéressants. Mais on va se poser la question de oui, mais ça voit jusqu'à quelle distance? Donc, en fonction de la distance à laquelle ça voit, comment on fait pour traiter au-delà de cette distance? Donc, soit on va rajouter des radars classiques, soit, après, vous voyez, les fabricants automobiles ne sont pas d'accord entre eux. Quand Tesla a fait le pari du tout vision, en disant, j'enlève même les autres capteurs que je pouvais avoir, je ne mets que des caméras, parce que ben, nous, ça marche bien, puisque nous, humains, ça marche bien, pourquoi je ne pourrais pas faire apprendre à un réseau de neurones à faire la même chose? Et si j'ai suffisamment de puissance de calcul et que je laisse tourner pendant suffisamment longtemps, ben, je peux espérer qu'une recherche plus ou moins aléatoire va finir par me donner le bon résultat.
Et donc, c'est pour ça que Tesla a investi dans le plus gros supercalculateur du monde, enfin, ou l'un des plus gros, enfin, on ne sait jamais lequel va être le plus gros, mais voilà, ça évolue sans arrêt, mais avec cette idée que avoir énormément de puissance de calcul permet d'entraîner un système sur suffisamment de données pour espérer, dans un temps raisonnable, avoir sortir un algo de conduite performant. Avec après beaucoup de questions, hein, des questions de se dire, oui, mais est-ce que j'ai des garanties sur la sécurité? Est-ce que j'ai tous ces trucs-là? Voilà, ça reste posé. Mais vous voyez, on a cette stratégie-là, en tout cas, pour fabriquer des capteurs qui est possible. Voilà. L'autre aspect après qu'on peut utiliser, c'est juste se dire, ah, mais quand je suis sur route et que je veux conduire comme ça, finalement, j'ai une information qui est facile à exploiter, c'est le point de fuite. C'est-à-dire que quand je regarde une image comme ça, si je regarde où est le point de fuite, et en fait, je peux utiliser juste une transformée de off avec des segments, elle va me dire, ah, mais tiens, le point de fuite, je vais le redessiner sur mon image. Hein. Je vais juste vérifier où j'en suis avec le zoom pour éviter les bêtises de la dernière fois. Excusez-moi. Oui, donc c'est bon. Hop, je reviens ici. Je reviens ou je reviens pas? Oui, voilà. Donc, si je regarde en fait mon point de fuite, ben, vous voyez que j'ai un point de fuite qui est comme ça. Et en fait, tous les contours de mon image, même en fait la voiture, hein, même la voiture en fait participe au fait de me donner ce point de fuite. C'est simplement des histoires de géométrie projective. On va pouvoir directement trouver, voilà, mon point de fuite, il est comme ça. Ben, si mon point de fuite, en fait, il est au milieu de l'image, j'ai pas de raison de tourner. Si maintenant, en fait, quand je regarde, ben, mon point de fuite, en fait, il va s'orienter plutôt comme ça, ben, là, clairement, j'ai un point de fuite qui est sur ce côté-là. Ben, donc, il faudrait plutôt que je tourne sur la gauche. Donc, en fait, c'est assez facile de mettre en place des algorithmes qui d'un point de vue calculatoire, coûtent pas cher, qui vont regarder des hypothèses de points de fuite dans votre image, plutôt au centre, plutôt à droite, plutôt à gauche, et vous pouvez comme ça fabriquer quelque chose qui va vous dire, ben, je vais tourner plus ou moins en fonction de où est-ce que je vois mon point de fuite. Voilà, donc ça, vous pouvez avoir vraiment quelque chose qui est assez performant. Alors attention, il y a des difficultés. Je ne vous cache pas que c'est pas si simple que ça. Les difficultés notamment qu'on va avoir, ben, c'est que quand vous regardez proche de vous, vous allez avoir ce qu'on appelle des limbes, enfin, des réflexions liées au soleil sur la route, qui vont faire que vous pouvez voir apparaître des lignes. Si vous regardez certaines lignes, elles peuvent apparaître comme ça. Donc, si vous prenez, entre guillemets, toute l'image sans préfiltrage, sans intelligence aucune, ben, globalement, ça peut être très délicat à analyser dans des situations un petit peu difficiles. Alors, qu'est-ce qu'on fait là-dessus? Ben, souvent, ce qu'on fait, c'est qu'on préfiltre l'image. Une analyse couleur, par exemple, vous permet des fois d'enlever pas mal de ces informations-là, parce que d'un point de vue spectral, on va pouvoir les séparer. Et puis après, ben, il faut à un moment donné faire de la reconnaissance parce qu'il y a des textures et que ces aspects de texture peuvent dominer les aspects contours. Et dans ce cas-là, ça peut vraiment vous créer des soucis. Donc, par exemple, si vous êtes sur une route qui est en gravier, ben, le fait de voir le gravier devant vous fait que vous allez voir ben, des images, entre guillemets, des formes, des contours. Et donc, ça perturbera énormément votre transformé de off. Ça sera pas aussi joli que ce qu'on peut avoir si on est sur une autoroute avec un balisage qui est bien calibré. OK? Alors, comment on peut faire pour qu'un système apprenne ça? Et bien, on peut utiliser des réseaux de neurones. Alors, ça peut vous sembler neuf, mais là, par exemple, voilà, j'ai pris l'un des premiers travaux qui a réussi, entre guillemets, qui a donné quelque chose qui a été employé. C'est des travaux donc de Pomerleau de 89, 1989, d'accord, ça fait un paquet d'années par rapport à maintenant. Et donc là, on a en fait la première solution par réseau de neurones qui permet de contrôler une voiture. Et à l'époque, c'est resté juste un papier de recherche. Les gens ne pensaient pas du tout à l'utiliser. Aujourd'hui, globalement, tout ce que vous voyez ben, sur les voitures Tesla et compagnie, c'est directement inspiré de ça. Alors, comment ça marche? Ben, pas besoin d'être très compliqué, en fait. On a évidemment, alors un réseau monocouche ne ferait pas l'affaire. Donc là, ce qu'on a, c'est un réseau multicouche. On récupère une image. À l'époque, on n'avait pas beaucoup de puissance de calcul, donc on ne traitait pas une image HD. L'image était sous-échantillonnée en 32 par 32, mais en fait, 32 par 32, c'est très bien, parce que basse résolution veut dire que ce qu'on voit, c'est surtout la route. Les détails, les textures, elles ont disparu. Donc déjà, ça ne nous embêtera pas. Donc vous voyez, c'est finalement, des fois, même avoir un truc qui a des défauts, ça peut être une qualité. Et puis,
Bah, une couche cachée, donc là, vous voyez 29 unités sur la couche cachée. Et puis après, des directions pour tourner le volant en sortie, avec 45 directions, en disant, bah, il y en a une, c'est au milieu. Et puis après, je vais tourner mon volant plus ou moins à droite ou à gauche. Donc, une vingtaine de possibilités pour tourner plus ou moins à droite ou à gauche. OK? L'apprentissage, bah, très simple. Un conducteur, un véhicule, le conducteur conduit, la caméra enregistre, et on enregistre en même temps quelle est l'orientation du volant, instant après instant. Donc là, évidemment, ce qui compte, c'est à quelle fréquence on échantillonne le signal. Donc ça, c'est critique. Là, c'est pour ça qu'après, on a vraiment souvent des contraintes de temps réel qui sont liées à ça. C'est que, évidemment, en fonction de la vitesse à laquelle on échantillonne notre signal, eh bien, on va avoir notre réseau de neurones qui doit travailler à la même fréquence et qui, à chaque itération, doit être capable de vous fournir une image en sortie. Enfin, pardon, pas une image en sortie, il doit être capable de fournir une activité neuronale en sortie qui va correspondre à la direction dans laquelle on doit aller. Et donc là, vous voyez qu'on peut avoir un système qui est de dire, bon ben ok, je vais avoir mes 45 directions. On peut avoir un aspect de feedback ici pour réguler un petit peu ce qui se passe. Et puis, si on peut utiliser aussi un capteur de distance pour améliorer les performances. Donc, pour ne pas avoir que la vision, mais par exemple, soit un radar, soit un lidar ou des capteurs à ultrasons qui peuvent combiner pour vous donner un peu plus de sécurité. Et on va faire juste un apprentissage supervisé en disant, ben, j'ai envie de retrouver en sortie le fait que, ah ben tiens, là, il fallait tourner dans cette direction-là. Donc, en fonction de ça, je vais fabriquer mes neurones sur ma couche cachée pour que ça colle bien. Voilà. Et donc, ce système-là, il a été capable donc, de fonctionner en 89. Et donc, vous voyez ici un petit peu ce qui était le résultat. La capacité quand vous regardez donc là, en fait, ce qu'on regarde, c'est les poids synaptiques de neurones qui sont sur la couche cachée, d'accord, et qui sont connectés à notre rétine. Donc là, on a 32 par 32 pixels. Et la couleur ici, elle représente le fait qu'on ait des poids qui sont plus ou moins forts ou faibles. OK? Et donc, en fait, évidemment, comme chacun de mes neurones, j'ai ma rétine, d'accord? Et puis après, j'ai chacun de mes neurones sur la couche cachée. Si je regarde les poids synaptiques qui sont ici, je peux les voir, ces poids synaptiques, comme étant une sorte d'image. Et ce qu'on voit, c'est on peut faire l'analyse donc de l'activité des neurones sur la couche cachée. Et quand on analyse l'activité des neurones sur la couche cachée, on voit que ici, effectivement, quand on a cette image où ce qu'on a, ça c'était la route et ça c'était les trucs non route en entrée, eh bien on va avoir un système ici. Vous voyez que là, il détecte quelque chose. Il réagit pas pour le centre de l'image, mais finalement, il a fabriqué une sorte de détecteur où il détecte les coins de la route. Et en fait, il détecte les bords de la route et manifestement, ben, comme il détecte les bords de la route, ça va lui donner cette information pour savoir, ah, mais est-ce que je dois tourner plus à gauche ou plus à droite? Donc là, vous voyez l'activité d'un de ces neurones. Et puis là, ici, vous voyez pareil, quand on est au centre de la route, où finalement, on a d'autres neurones qui, eux, vont réagir pour les bords, mais aussi pour la partie centrale de la route. Et en fait, ce qu'on voit, c'est qu'il y a un certain nombre de neurones sur la couche cachée qui vont en fait, extraire des caractéristiques spécifiques de l'image qui, manifestement, semblent intéressantes pour le fait de contrôler le véhicule et de lui dire tourne plus à droite, tourne plus à gauche. Ça va? Voilà, donc ça, c'est pas super compliqué. Puis pareil hein, pour le capteur de distance où on a la même chose, où il va pouvoir dire, ah mais ok, je vais vraiment surtout employer les informations. Si je vois un obstacle qui est par ici ou par là, je vais vraiment en tenir compte. De toute manière, ici, il y aura sûrement rien. Enfin voilà, ou ici, ça va être plutôt même en très négatif. Donc vous voyez là, ici, il utilisera les capteurs de manière spécifique en regardant ben, qu'est-ce qui est en train de se passer sur notre route. Ça va? Voilà, donc ça c'est un exemple d'application. Autre exemple, pareil, issu donc des années 80, ben, c'est ce genre de véhicule avec le système de caméra qui est là, monstrueusement gros, et globalement ben, la camionnette qui sert à stocker l'ordinateur qui faisait les calculs. Donc ça c'est les années 80. Et puis évidemment, ben, en fait, on passe aux années 2000 où là, on a ben, le véhicule de Sébastien Strun qui avait gagné le DARPA Challenge. Donc là, vous voyez à l'époque comment est-ce qu'il était. Donc équipé là, donc alors, je sais pas si vous voyez bien. Ici, il y a un des petits lidars à 6 000 euros. Là, il y en a un autre. Là, il y en a encore un ici. Là, ils en ont encore mis un ici. Là, ils en ont mis, ils en ont ici. Puis voilà, il y en a un ici. Enfin, ils en ont. Voilà, je vous épargne le truc. On a ici les antennes du système GPS
pour faire du GPS RTK. À l'époque, ça prenait de la place. Ici, vous avez le petit lidar à 30 000 euros de l'époque. Voilà, donc ça, vous voyez, c'est dans son jus. Hein, maintenant, ça commence à vieillir comme type de photo, mais ça peut vous montrer comment on faisait à l'époque pour instrumenter une voiture pour lui permettre de naviguer de manière autonome sur plusieurs centaines de kilomètres. Et c'est à l'issue de ce succès-là qu'on a eu les Google Cars et compagnie, où en fait, c'est les gens issus de ces labos qui sont allés bosser dans ces différentes entreprises. Ça va? Et donc après, ils disent évidemment que c'est eux qui ont inventé le truc. Mais bon, voilà, ils ont fait l'industrialisation, ce qui est un truc difficile, parce que c'est ce qu'il faut voir aussi, c'est-à-dire que entre le moment où la recherche académique elle a été faite et le moment où maintenant on commence à voir apparaître des